Vous soyez là pour cette heure ensemble sur aller plus loin malgré les obstacles. Avant de commencer, je vais vous demander à tous de couper vos micros pour qu'on puisse bien s'entendre. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Céline André, qui est déléguée générale de Femmes des Territoires, et bien sûr avec notre invitée Stéphanie Giquel. Quelques mots sur Femmes des Territoires avant de commencer. Donc, c'est une association d'entraide pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vois qu'il y a un numéro qui reste allumé. Si on peut éteindre les micros, ça serait super. Merci beaucoup. Donc, c'est une association d'entraide pour se lancer dans l'entrepreneuriat qui est très dynamique. C'est pour toutes les femmes, quel que soit votre statut. Vous êtes bienvenus chez Femmes des Territoires. Si vous avez un projet, si vous avez envie d'aider, nos forces, c'est d'être présentes dans des grandes villes, mais aussi en zone rurale et dans les dom-toms. On est aujourd'hui présente dans 40 villes en un an, donc il y en a forcément une coordination près de chez vous. Et s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en ouvrir une ensemble. Et l'objectif, bien sûr, c'est de partager des compétences, de s'entraider pour aller aussi loin que possible ensemble. Et vous allez voir aujourd'hui, ça va vraiment être le thème de ce soir. Quand on a rencontré avec l'équipe de Femmes des Territoires Stéphanie Giquel, ça a été vraiment une évidence. C'était ta détermination, Stéphanie, ta persévérance, ton courage. Ce sont vraiment les valeurs qu'on aime énormément chez Femmes des Territoires. Ton humilité aussi, vous allez être nombreuses et nombreux à vous en rendre compte ce soir. Un premier mot, Stéphanie, bonsoir à toi. Pourquoi as-tu choisi, as-tu accepté de devenir la marraine de Femmes des Territoires? Avant qu'on commence à rentrer dans le vif. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Alors pour moi, c'était vraiment une évidence d'accepter ce marrainage parce que j'aime énormément l'entrepreneuriat. J'interviens régulièrement devant des publics d'entrepreneurs, que ce soit au Salon des entrepreneurs, à l'Institut du mentorat entrepreneurial ou ailleurs. Et en fait, on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire l'indépendance, la liberté, le fait d'aller vers ses rêves, vers ce qui nous fait vibrer. En même temps aussi des moments de solitude, des moments de doute, beaucoup d'obstacles et une grande prise de risque. Et je crois que c'est ça qui m'a plu, qui me plaît dans ces publics. Je me reconnais vraiment dans les entrepreneurs. Et puis après, j'ai évidemment un faible aussi pour le sujet féminin parce que j'évolue notamment dans des milieux très masculins. Je pense en particulier au sport aventure, des expéditions polaires, des milieux dans lesquels on met en avant les figures masculines. Et pourtant, nous sommes quand même quelques-unes aussi à évoluer dans ces univers, à faire des performances du même type. Et donc, il faut prendre sa place. Et pour moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Quand je suis partie, que ce soit en Antarctique, au pôle Nord, ou courir des ultra-distances, je me suis dit, il faut y aller. C'est pas parce que ça a été réalisé par des hommes qu'il faut que je me mette des freins. Et parce qu'il y a aussi des femmes, sauf qu'on en parle moins. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment prendre ta place et faire ce que tu as envie de faire. Et donc ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai accepté d'être marraine des Femmes des Territoires avec grand plaisir. Et c'est une grande chance parce que 2021, je pense que vous allez voir tout ce qu'a réalisé Stéphanie. Elle va partager avec nous tout ce qu'elle a fait. Vous allez voir qu'on a besoin de cette même persévérance, de cette même audace. On le sait bien en tant qu'entrepreneur depuis l'année dernière, d'adaptation aussi face aux obstacles. En quelques mots pour vous présenter Stéphanie, pour qu'on comprenne bien dans les grandes lignes qui vous êtes et ce que vous avez accompli et ce que veut dire sportif de l'extrême, parce que c'est ce qui vous définit. Et qu'on comprenne aussi votre mantra, en tout cas une des phrases que vous dites souvent, qui est la seule limite, finalement, c'est celle qu'on se fixe nous-mêmes. Vous avez 38 ans, vous êtes né à Carcassonne, vous avez grandi à Toulouse, vous êtes diplômé d'HEC, la prestigieuse école de commerce. Vous devenez ensuite avocate en fusion-acquisition. Donc jusque-là, tout est à peu près normal, ou presque. Et puis, finalement, vous êtes très vite attiré par l'extrême, par les aventures extrêmes. 5 aventures extrêmes, par exemple, un marathon au pôle Nord. Ça commence par ça. Ensuite, une expédition en Antarctique, 2000 km, avec un traîneau qui est plus lourd que vous tirez pendant 74 jours. Troisième aventure, 7 marathons en 7 jours sur ce qu'on appelle les 7 continents. Ça paraît dingue, à chaque fois que je le dis, ça paraît bionique.
quatrième, quatrième exploit. Vous êtes une des meilleures mondiales d'ultrafond. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ultrafond, l'ultra-distance. Moi, j'ai découvert ça avec toi, Stéphanie. L'ultrafond, c'est par exemple ce que tu as fait, courir 240 km en 24 heures. On verra comment tu as fait ça. Et puis là, le dernier exploit, obstacle que tu es en train d'affronter malheureusement, c'est que tu as été blessé il y a quelques semaines et tu as une fracture à la rotule. Et malgré tout, tu t'entraînes pour les mondiaux d'athlétisme, donc d'ultrafond, ce dont on vient de parler, qui ont lieu en octobre. Donc ça veut dire puiser une énergie et se réadapter de façon fulgurante. Donc on va voir ça avec toi, comment tu arrives à faire tout ça. Il y aura un temps pour des questions-réponses à la fin. Surtout, si vous avez des questions pendant que Stéphanie parle, surtout notez-les bien dans le chat. Mettez en même temps d'où vous venez, de quel territoire vous venez. Et puis Céline André, qui est déléguée générale de Femmes des Territoires, donc qui fait tourner toute l'association, c'est elle, remontera les questions pour qu'on puisse les poser à Stéphanie. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Et puis j'espère que vous allez en ressortir avec des ailes et avec l'envie de soulever des montagnes. On me dit qu'il ne faut pas soulever des montagnes, mais avec l'envie en tout cas d'aller le plus loin possible en cette année 2021 qui est pas simple, on le sait. On va commencer, Stéphanie, par la première grande expédition de l'extrême que vous faites. C'est un marathon au pôle Nord. On est en 2013. Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble de faire un marathon au pôle Nord? Alors, C'est comment? marathon au pôle Nord, c'est très différent d'un marathon sur route. Je ne dirais pas que c'est plus difficile ou plus simple. En fait, c'est complètement différent déjà dans la façon de le préparer, puisqu'on court sur la banquise, donc on court sur la neige, hein. Parfois on s'enfonce jusqu'au mollet, parfois on glisse sur la glace. On est extrêmement couvert, donc il y a un choix d'équipement qui est évidemment adapté aux conditions, puisqu'il fait moins 30, moins 35 degrés, avec pas mal de vent. Donc évidemment, on est un tout petit peu plus lent qu'un marathon sur route, du fait des appuis qui sont fuyants et puis aussi de la température. Et donc on est intégralement couvert pour éviter la gélure au niveau de la cornée, au niveau des joues. Donc il faut penser parfois à changer de masque, parce que parfois il givre, on n'y voit plus rien. Il faut avoir des gants qui sont adaptés pour pouvoir se ravitailler tout en gardant une forme de dextérité au niveau des mains, mais en même temps pouvoir avoir suffisamment chaud. Donc tout ça, ça se prépare. Je l'ai préparé en chambre froide. Et je vais régulièrement aussi à l'INSEP pour préparer ce type de projet en chambre de cryothérapie. Donc les chambres de cryothérapie qui font moins 110 degrés, où on y reste 3 minutes pour finalement se relaxer et avoir moins de douleur au niveau des muscles. Moi, je vais dans le premier sas, donc à moins 20 degrés, et j'y reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures avant le marathon du pôle Nord. Et pourquoi tu as choisi de faire ça en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire un marathon au pôle Nord? Parce que déjà un marathon, il faut le faire, mais au pôle Nord, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, en fait, j'aime énormément les régions polaires. J'aime beaucoup les déserts, et je l'ai découvert au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu as évoqué quelques-unes de mes aventures, mais j'en avais donc vécu avant le marathon du pôle Nord, notamment au Groenland, au Svalbard, où je vais régulièrement. Et en fait, ces espaces m'attirent. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi ils m'attirent. Je pense que c'est l'inconnu, c'est le fait que ces espaces sont immenses. Il y a peu de faune, peu de flore, ils sont assez mystérieux. Et je crois que je ressens à peu près ce que ressentaient aussi les premiers explorateurs du début du XXe siècle, c'est que quand on n'est plus dans ces espaces, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Et quand on est là-bas, on ressent évidemment le froid, c'est très effrayant, mais en même temps, ça vous attire, c'est très contradictoire. On ressent à la fois la peur et en même temps l'envie. Et c'est ce que je ressens pour le pôle Nord, et encore plus pour l'Antarctique. Et il y a Myriam en Lozère qui dit le pôle Nord, mon rêve, mais des problèmes d'oxygène, surtout quand on est dans les forts, non? Oui, alors c'est vrai qu'il faut être évidemment couvert au niveau du visage. C'est assez compliqué à gérer, parce que on a le froid qui peut vous brûler la gorge, et en même temps, il faut bien respirer pour pouvoir courir. Donc tout ça, ça se gère, et on l'apprend notamment en chambre froide. Il faut allumer les ventilos aussi pour s'habituer, et puis aller sur le terrain. Avant le marathon du pôle Nord, je suis allée régulièrement au Svalbard, où il fait moins 30, moins 35, moins 40 degrés aussi, et j'ai pu donc m'acclimater entre guillemets à ces conditions
conditions, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans toutes les expéditions ou tous les projets sportifs que j'ai pu faire, il y a une question de discipline et donc d'adaptation à l'effort. On ne le fait pas du jour au lendemain, mais le corps est vraiment capable de s'acclimater, même à ces conditions extrêmes, que ce soit le chaud ou le froid. Et là, c'était la première, hein, la première vraie expédition. Enfin, tu t'étais autorisé, il faut que j'arrive à te tutoyer parce que je mélange les deux. Tu t'étais autorisé à ne pas réussir, à échouer avant de partir. C'était la première finalement. Tu ne savais pas de quoi ton corps était capable. Alors, en fait, j'avais déjà fait des expériences, mais c'était la 1re fois que je le faisais sous forme de marathon, donc à pied, en courant. J'avais eu des expériences à pied en portant des sacs à dos, donc de façon plus lente et sur plusieurs semaines. Là, le pôle Nord, c'était un marathon, donc 42 kilomètres à parcourir le plus vite possible. Je crois que quand on va vers l'inconnu, évidemment, on a une forme de confiance dans le fait qu'on a tellement envie d'atteindre l'objectif qu'on se visualise en train de l'atteindre, on se projette sur l'objectif, mais en même temps, on a toujours une inconnue. Et ça, je l'ai rencontré avant le pôle Nord. Je le rencontre aussi aujourd'hui. Là, je suis en train de préparer les championnats du monde. J'ai envie d'aller au-delà de la marque que j'ai établie il y a 2 ans. En fait, à chaque fois que l'on va vers l'inconnu, et c'est vrai d'un entrepreneur, il y a forcément des parts d'inconnu, c'est ça qui est vibrant au quotidien, mais en même temps, on ne peut pas être complètement sûr qu'on va pouvoir l'atteindre parce qu'on a énormément de doutes. Donc, il y a une forme de spiritualité quelque part, c'est-à-dire qu'on se voit l'atteindre, mais on a aussi beaucoup de doutes. Je crois aussi qu'on est motivé par des projets dans lesquels on a des prédispositions quelque part. Donc, j'ai peut-être des prédispositions pour la course d'ultra-distance et puis pour le froid, peut-être que je n'aurais pas eu de motivation pour d'autres activités qui auraient nécessité des qualités que je n'ai pas. Donc, je crois que quand on écoute son cœur, qu'on écoute ce qui nous fait vibrer, a priori, il y a des chances que l'on aille vers ce pourquoi on est fait. Et donc, quand je suis partie pour le pôle Nord, et c'est vrai aussi des autres projets, j'ai senti que je pouvais le faire. C'était une forme d'intuition, c'était instinctif, mais je n'avais pas de moyen de dire. Enfin, il n'y a pas de voyant vert ou d'indices qui nous permettent d'être sûrs et de pouvoir le prouver aux autres que oui, on peut le faire. C'est vraiment très intérieur. C'est comme l'entrepreneuriat finalement, hein. C'est dans les tripes, on sait qu'on veut faire ça et parfois l'entourage ne comprend pas non plus forcément, mais c'est dans les tripes, c'est plus fort que nous et il faut qu'on y aille sans savoir où ça nous mènera. Je pense pour le coup, il y a une vraie parallèle, c'est la même aventure au démarrage. Oui. Il est moins froid dans l'entrepreneuriat, mais il y a des obstacles aussi. Oui, c'est ce que j'appelle la part d'inconnu ou la part d'aventure ou la part de risque. C'est cela aussi qui est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on se lance dans un projet, on va au-delà de ce que l'on a fait par le passé parce que l'aventure est nouvelle. Parfois, on va au-delà de ce que les autres ont fait aussi. C'était le cas en Antarctique où je fais une expédition qui était la plus longue, donc j'avais pas forcément de repères par rapport à d'autres choses passées. Et donc, on est obligé de vivre avec cette dichotomie entre la grande confiance et les doutes qui sont persistants et quotidiens. Et justement, sur l'Antarctique, on va y passer un petit peu de temps parce que c'est vraiment un projet entrepreneurial en soi, hein, de partir pendant 74 jours sur 2000 kilomètres, une préparation qui est physique, une préparation qui est mentale, trouver des fonds, constituer une équipe. Ça s'apparente vraiment de près, en tout cas, à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est préparé, l'Antarctique? Alors, je suis partie à travers l'Antarctique. J'ai effectué 2045 kilomètres en 74 jours. C'est une expédition que j'ai mis 4 ans à monter. Donc la partie de financement a été évidemment colossale puisque c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour réaliser des expéditions polaires. J'ai dû lever des fonds, j'ai emprunté aussi auprès d'une banque parce que certains partenaires m'ont lâché à la dernière minute, juste avant le départ. J'ai dû aussi obtenir des autorisations. Mon objectif, c'était de parcourir l'Antarctique via le pôle Sud pour faire corps avec le continent et aller au-delà des livres parce que j'étais passionnée, comme je l'indiquais tout à l'heure, par les régions polaires. J'avais déjà eu l'occasion d'aller en Antarctique, mais sur les côtes. Et en fait, j'avais envie d'aller au-delà, de voir le cœur du continent. Et donc, j'ai eu cette idée complètement folle de traverser le continent antarctique. Au début, c'était une idée folle parce que c'est une idée dont vous êtes convaincu que vous allez aller vers ce projet, mais en même temps, il y a une forme de vertige parce que quand je lisais les ouvrages de Reinhold Messner qui avait fait tous les 8000,
premier 8000 sans oxygène et qui raconte que son expédition à travers l'Antarctique en kiteski, c'est l'expédition la plus engagée qu'il ait jamais réalisée. Quand vous lisez ce genre de choses, vous avez forcément une forme de vertige tout en ayant cette confiance et cette envie, cette projection. Donc, c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis lancée sur ce projet. 4 ans de préparation aussi physique. Donc, je partais régulièrement dans le Vercors ou au Svalbard pour tracter des traîneaux. Je tractais des pneus sur la plage durant l'été quand je ne pouvais pas m'entraîner sur la neige. Avec les Je m'entraînais dans des champs froids. Pardon, excuse-moi. Pardon? Les vacanciers autour de toi, en maillot de bain, toi, tu tirais des pneus sur la plage? Voilà, exactement. Alors, je prenais des plages assez grandes qui me permettaient de faire des allers-retours sur plusieurs kilomètres. Mais effectivement, je côtoyais pas mal de monde. Alors, c'était pratique aussi pour la levée de fonds. Ça me permettait de mettre des petites affiches sur les pneus. Mais ça, c'était une préparation physique qui a pris beaucoup de temps. Puis les expéditions aussi, des expéditions au Groenland, des expéditions au Svalbard, qui m'ont permis de me préparer dans les conditions. J'ai rencontré beaucoup d'explorateurs naturellement avant de partir pour l'Antarctique. Mais les gens, ils ne te prenaient pas pour une folle quand tu allais t'enfermer dans les frigos à Orly. C'est vrai, c'est vrai. Tu t'enfermais dans les frigos, que tu tirais tes pneus sur la plage, que tu disais, je vais faire 74 jours en Antarctique. Qu'est-ce qu'on disait de toi? Parce Alors, que souvent, quand on crée son entreprise autour de nous, on se dit, mais t'es sûr que tu vas y arriver et tu serais pas mieux dans un emploi plus sûr et t'es sûr que tu es capable, mais toi? Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des avis très différents. Concernant mes proches, beaucoup n'évoluaient pas dans le milieu des expéditions polaires parce que j'ai grandi dans un univers qui n'avait rien à voir avec le sport de haut niveau dans lequel j'évolue aussi aujourd'hui et qui n'avait rien à voir avec le sport aventure. Donc, mes proches n'ont pas lu les ouvrages que moi j'ai pu lire sur l'Antarctique, donc ne prenaient pas nécessairement conscience de tous les risques que l'on prend quand on part sur ce type d'expédition. Ils l'ont compris ensuite quand j'ai écrit mon ouvrage et quand j'ai fait un retour sur ce que j'ai vécu là-bas. Après, j'ai rencontré aussi des personnes qui... donc le livre que montre Marie actuellement sur l'écran, On est tous aventuriers, donc le livre qui est sorti en 2018 et qui raconte en partie mon expédition à travers l'Antarctique. J'ai rencontré aussi des personnes qui en fait ne prêtaient pas forcément attention au projet en pensant que c'était juste une lubie. Et donc ne me posaient pas nécessairement de questions, peut-être aussi parce qu'ils avaient peur des réponses, enfin pour tout plein de raisons, je pense, et qui ont pris conscience à quelques jours du départ. J'ai eu beaucoup d'appels à quelques jours du départ, des gens qui m'ont dit, mais en fait, on a entendu que tu partais vraiment et enfin, ça, c'est quelque chose de fou. Donc, ils n'avaient pas pris conscience avant que je préparais cela depuis 4 ans et qu'en fait, les entraînements, ce n'était pas juste pour préparer des compétitions, c'était aussi pour partir sur un projet de plusieurs mois. Et puis au retour, tout le monde a trouvé ça génial. Donc, il y a eu des réactions évidemment différentes entre l'avant et l'après. On réalise aussi beaucoup de choses en amont. Après, il faut savoir, et je pense que c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent ce soir, c'est que bien souvent, les obstacles, on les vit, l'effort, la persévérance, on le vit au quotidien, mais les autres ne le voient pas nécessairement. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement visible. On voit le résultat. Aujourd'hui, on voit, j'ai parcouru 2045 km, mais le quotidien, ce que ça nécessite comme entraînement, se lever à 5 heures du matin pour aller courir 6 heures dans un entrepôt, aller chercher des fonds, essayer de convaincre alors qu'on est une féminine et que tout le monde nous dit que c'est impossible. Avoir 3 accidents, c'est ce que j'ai vécu l'année de préparation de l'expédition, donc qui pouvait donner l'impression d'extérieur que les voyants étaient absolument pas verts. Et pourtant, vous y continuez à y croire. Travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin parce qu'il y a la prépa physique, mais il y a aussi toute la prépa logistique, rassembler une équipe, lever des fonds, obtenir des autorisations, faire des dossiers, etc. Tout ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais qui ne se voit pas. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une dichotomie entre ce que perçoivent les proches et les moins proches, et puis ce que l'on vit vraiment quand on a les mains dans le cambouis. Et puis surtout, parfois, on a l'impression qu'il faut être au top de sa forme, qu'il faut être hyper formé, qu'il faut tout avoir pour se lancer dans une aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou sportive. Et pourtant, non. Toi, par exemple, quand tu es parti sur l'Antarctique, ben, tu es arrivé sur le continent, tu avais de la fièvre. Tu as commencé tes 2000 kilomètres avec de la fièvre.
Et tu as vécu des obstacles incroyables, des fissures qui t'ont fait faire des détours alors que tu n'avais pas suffisamment de nourriture. Enfin, ça a été des obstacles que tu en as rencontrés. Donc, Ouais, il faut pas les nier et se dire j'essaie d'enlever tous les. oui, ces obstacles aujourd'hui me permettent d'aller plus loin parce que j'ai le souvenir de ce que j'ai vécu, et notamment en Antarctique. Avant de partir, j'ai 3 accidents, un accident domestique et 2 accidents en montagne, donc avec des fractures. Je suis obligée de revoir totalement le plan d'entraînement, une fracture à l'épaule qui m'oblige d'utiliser le vélo et plus rien d'autre pendant plusieurs mois. J'arrive en Antarctique, j'étais fatiguée du fait de la préparation. Je me couchais à 3 heures du matin tous les soirs dans les semaines qui ont précédé, ce qui n'est pas idéal évidemment quand on fait une performance sportive, mais il faut savoir que les explorateurs sont souvent dans cette situation parce qu'on gère à la fois l'aspect logistique, financier, mais aussi l'aspect sportif. Donc on est dans c'est beaucoup plus tendu que dans le sport de haut niveau où on se concentre un peu plus sur le corps que sur les aspects logistiques puisqu'on ne monte pas les compétitions, elles sont déjà organisées. Donc je suis arrivée, j'étais très fatiguée, j'ai attrapé un virus au Chili et j'ai été malade sur les 200-300 premiers kilomètres de l'expédition et j'avais l'impression que je ne pourrais pas aller au bout. Enfin, j'ai eu vraiment des doutes qui étaient énormes. J'ai ce partenaire qui me lâche à quelques semaines du départ. Je trouve une banque alors que j'ai eu des refus. J'ai eu beaucoup de refus de partenariat, j'ai eu des refus de banque. À un moment donné, on continue, on se dit mais à quoi ça sert de continuer parce qu'on a eu tellement de refus que ça va être logique, on va continuer à en avoir. Puis un jour, une banque qui vous dit oui. Vous savez pas pourquoi, elle vous dit oui. Et donc, c'est que des choses comme ça. Et j'ai pris conscience du coup que finalement, les voyants ne sont jamais complètement verts. Et si on attend qu'ils soient tous verts, il est possible qu'un voyant vert redevienne rouge. Et aujourd'hui, je l'utilise au quotidien. Je suis partie sur un championnat de France. J'ai eu un accident urbain encore, à nouveau à 15 jours de cette échéance. Une portière de voiture qui s'ouvre à Paris, je me fais une entorse. Et jusqu'à l'avant-dernier jour avant la compétition, j'avais extrêmement mal aux pieds. Je ne me voyais absolument pas courir durant 24 heures. Et le jour de la compétition, je pars, je garde la confiance et je termine championne de France. Et en fait, ce qui m'a permis de garder la confiance à ce moment-là, c'est le fait d'avoir vécu d'autres obstacles, notamment en Antarctique, avant l'Antarctique, où aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est toujours possible. C'est-à-dire que tant qu'on est en vie, tant qu'il y a une possibilité, qu'il y a une probabilité, il faut continuer d'y croire et surtout persévérer. Donc, j'utilise aujourd'hui c'est tout ce qui m'était arrivé à ce moment-là, parce que là, pour le coup, quand je suis partie en Antarctique, ça s'est vraiment accentué, c'est-à-dire que je n'avais jamais eu autant d'obstacles en même temps sur un projet dans un laps de temps aussi court. Même j'avais l'impression parfois, je sais que j'ai souvent pensé ça dans ma tête, que finalement il y a quelque chose qui voulait que je ne parte pas sur ce projet, tellement ça s'est accumulé. Et au final, après une année où l'accumulation des problèmes était vraiment là, c'est une année où j'atteins mon objectif et je fais 2045 km à travers l'Antarctique et qui est aujourd'hui encore un record du monde puisque ça n'a toujours pas été amélioré depuis 7 ans. Donc voilà, tout est possible et ça, c'est vraiment le message qui me tient à cœur de dire qu'il faut y croire malgré les obstacles. Tu m'as dit une fois qu'il y avait 95% des obstacles pour toi qui étaient surmontables et ce qui comptait, c'était d'avoir confiance et de persévérer. D'avoir Ouais, je pense confiance que en la vie, hein. ouais, totalement. Je pense que la plupart des obstacles sont franchissables. Alors évidemment, certains obstacles vous obligent à changer de chemin, hein, tout simplement. Si vous avez un accident qui vous empêche de continuer votre discipline sportive, là, vous êtes obligé de vous réinventer ailleurs. Donc là, c'est plutôt de la résilience pour moi, donc avec un temps d'acceptation qui est beaucoup plus long. Mais après, la plupart des obstacles sur le chemin, on parlait de l'Antarctique, quand il fait moins 50 degrés, quand une toile de tente se déchire, quand je me retrouve face à une immense crevasse que j'étais censée éviter, que j'avais vu sur les images satellites, mais je me retrouve quand même devant et je perds plus d'une journée, alors que déjà, c'est tendu en termes de temps, puisque une expédition, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, est toujours limitée, dans le sens où il faut la réaliser durant l'été austral, donc quand les conditions météo sont de moins 40, moins 50 degrés, qu'il fait jour. Et donc, malgré tout ça, en fait, vous surmontez, ce sont des obstacles qui sont sur le chemin, mais vous pouvez les surmonter de manière à continuer à peu près comme avant. Et c'est vraiment la différence avec les obstacles qui ne sont pas franchissables, là, qui vous obligent à changer totalement de chemin d'aventure, donc à changer de projet entrepreneurial ou à changer de discipline sportive. Mais au final, ça c'est quelque chose qui arrive, mais je pense que dans la plupart des cas, les obstacles sont franchissables.
C'est la phrase de Marc Aurèle, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. C'est ça? Ah, c'est totalement ça. Je pense qu'il y a une question d'acceptation qui est fondamentale, ouais. D'acceptation, accepter les obstacles. Je Une pense fois que qu'accepter, c'est c'est accepté, 50 c'est facile. c'est 50 du chemin de fait pour moi, le fait d'accepter. Avant de pouvoir le surmonter, il faut l'accepter parce que quand vous êtes en Antarctique face aux vagues de glace, les vagues de glace, elles sont formées par le vent. Elles peuvent faire 30 cm, 50 cm, peuvent faire 1 mètre. À certains moments, il y en a partout. Et là où j'étais déposée sur la côte du continent antarctique, il y en avait absolument partout des vagues de glace, alors que les explorateurs m'avaient dit, tu verras, on peut les contourner en Antarctique, elles sont assez contournables dans la plupart des endroits. Et puis moi, je suis déposée juste à un endroit où les vagues de glace ne sont pas contournables, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas passer à côté, je suis obligée de les franchir les unes après les autres. Donc ça veut dire que le traîneau se renverse, je me retourne, je redresse le traîneau, je continue, le traîneau se renverse, je me redresse, je le redresse, je continue, etc. 2,5 km/h, donc on devient très très lent. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on redresse le traîneau, on a tout un équipement, du coup, on est complètement déréglé, tout ça, il fait très froid, le vent de face, 80 km/h, etc. Et en fait, vous avez beau vous dire c'est pas normal, les autres explorateurs ont pu être déposés dans des lieux où il n'y a pas tant de vagues de glace. À cause de cette dépose, je vais peut-être ne pas atteindre mon objectif. Je perds du temps. Ces vagues de glace ne devraient pas être là. Vous avez beau avoir ces pensées-là, elles vous font perdre du temps en fait, parce que personne ne viendra en Antarctique enlever les vagues de glace. Elles sont là, il faut faire avec. Et donc, je pense que l'acceptation, c'est vraiment 50 du chemin de fait, parce qu'après, on a tout le temps, toute l'énergie pour trouver des solutions. Donc, partir du principe qu'on n'est pas nécessairement responsable de ce qui nous arrive, les choses arrivent, donc on passe tout de suite à trouver des solutions. Et comment on revient, il y a plusieurs questions en ce sens, comment on revient de ça, c'est-à-dire physiquement, moralement, comment on revient d'une telle aventure? Après, il y a encore beaucoup de sujets. Comment on revient de ça? Alors, physiquement, alors très, très affaiblie, parce qu'il faut savoir que quand j'ai décidé de partir à travers l'Antarctique, j'ai choisi de partir sans voile de traction, sans moyens motorisés, donc à la seule force des bras et des jambes. La plupart des expéditions. Ça, pardon Stéphanie, il y en a certains qui font ça avec une voile qui du coup les tire, qui tire. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un autre moyen de progression. C'est un moyen de progression qui permet de découvrir encore plus le continent ou certains pays comme le Groenland, parce qu'on peut parcourir 150 km par jour. Même, il y a eu un record, Frédéric Dion, un ami qui a réalisé 600 km en 24 heures avec une voile de traction. Donc, c'est des moyens de progression qui permettent de découvrir beaucoup plus du continent. Et comme je viens de la course à pied, j'ai choisi d'éprouver un rapport au temps et à l'espace qui est identique à celui que l'on éprouve lors des courses d'ultra, c'est-à-dire la lenteur. Et donc, j'ai choisi de ne pas progresser avec une voile de traction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on progresse du coup beaucoup plus lentement. Mais par contre, je trouve qu'on fait beaucoup plus corps avec la nature, même si on voit beaucoup moins de paysages. J'ai fait 2000 km, alors que j'aurais peut-être pu en faire plus avec une voile. Mais en même temps, on ressent ce corps à corps avec la nature que j'aime vraiment beaucoup. Et on en ressort donc très affaibli. Je pesais 39 kilos en fin d'expédition, donc j'ai perdu pas mal de poids, avec un corps qui est très marqué, puisque bon, on n'a pas de douche pendant 3 mois, on est très, très fatigué, on perd du muscle, puisque quand vous n'avez plus suffisamment de rations alimentaires pour avancer, ben, on a une perte, une fonte musculaire malgré l'effort fourni, c'est 70 heures d'effort par semaine pendant 3 mois. Malgré ça, on perd du muscle. Et donc, c'est comme ça que j'en suis ressortie, avec pas mal de carences, et que j'ai pu régler en 3-4 mois avec une complémentation micronutritionnelle pour résorber toutes ces carences en zinc, en sélénium. Et c'est des carences qui ont un impact aussi sur votre quotidien, c'est-à-dire que vous avez des fluctuations d'humeur, vous pouvez être beaucoup plus lent aussi dans votre vie quotidienne. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est physique. Alors, on a un rapport au corps qui est assez fort en tant que sportif, parce qu'on ressent quand on a des carences ou quand on a quelque chose qui ne va pas, ça a un impact tout de suite sur le mental, sur la forme physique et sur le niveau d'énergie. Et là, pour le coup, après l'Antarctique, je l'ai ressenti tout de suite. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit que j'étais triste à l'idée d'être partie du continent antarctique et que cette expédition était derrière moi. J'étais parfois mal à cause des carences nutritionnelles, tout simplement, qui avaient un impact sur mon mental. Une question, Stéphanie, rapide, avant de passer au marathon. Tu mangeais quoi là-bas?
Des lyophilisés, donc c'est de la nourriture déshydratée que l'on réchauffe donc en faisant fondre la glace avec un réchaud. On fait fondre la glace, ça prend pas mal de temps, surtout en fin d'expédition parce que quand on marche 15 à 16 heures par jour, on n'a pas le temps de faire fondre suffisamment de glace pour toute la journée, c'est-à-dire pour s'hydrater correctement. C'est un peu un des risques quand on part en Antarctique. C'est ce qui a causé le décès d'un explorateur un an après mon départ, Henry Worsley, parce qu'on a tellement d'heures de marche qu'il nous reste très peu de temps pour toute la gestion du campement et notamment faire fondre de la glace. Ça prend quand même un temps assez significatif. Et ensuite, cette eau chaude, on la met dans ces rations lyophilisées et on a un plat. Ça peut être des pâtes, de la viande, du riz. On finit par s'y habituer, même si c'est très, très monotone, hein, parce qu'on mange toujours la même chose. J'avais 8 plats différents sur toute l'expédition. Puis après, on complète avec des graines, avec du chocolat, avec beaucoup de gras, des porridge aussi. Et on rêve de plaques de beurre et on rêve de gras, en fait, parce qu'on perd énormément de poids, on a très, très faim. J'ai jamais eu faim de cette façon-là dans ma vie avant ni après. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler, puisque dès qu'on part à pied, on ressent cette sensation après 40-50 jours. C'est une sensation qui est normale parce que le poids du traîneau est tellement lourd que l'on dépense beaucoup d'énergie. On dépense aussi beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid. Et j'avais essayé de visualiser ce que ça allait être, mais évidemment, quand on est confronté à la réalité, c'est évidemment encore plus fort parce que je ne pouvais pas imaginer, je pouvais pas tout imaginer en amont. La puissance et le sentiment que l'on a à ce moment-là, c'était un des moments marquants, en fait, sur la fin de l'expédition. Donc, tu rentres, tu écris le livre, On est tous aventuriers. Et puis là, 2019, tu décides de courir 7 marathons en 7 jours d'affilée sur 7 continents. Et pourquoi tu t'as fait un truc pareil? Alors déjà, j'aime beaucoup l'ultra-distance. Je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme, donc en ultra-fond. L'ultra-fond, ce sont les très, très longues distances, donc au-delà de 200 kilomètres. Il y a différentes disciplines d'ultra, des disciplines qui consistent à courir 200-250 km d'une seule traite, et puis des disciplines qui consistent à courir la même distance, voire plus, par étape. Et là, en l'occurrence, 7 marathons en 7 jours consécutifs, c'est une discipline qui consistait à courir 295 km en 7 jours consécutifs, avec la particularité que les marathons avaient lieu dans des continents différents. Donc, tu es parti, tu as commencé par l'Antarctique, ça tombait bien parce que tu connais bien. Donc, tu as commencé par courir par moins 10 degrés, puis tu es passé le lendemain au Cap, en Afrique du Sud, puis en Australie, Dubaï, Madrid, Chili, Miami. Et en fait, c'était aussi un marathon en soi parce que tu n'avais même pas le temps parfois de prendre des douches entre deux marathons. Oui, tout à fait. Après l'Antarctique, j'ai pas eu de douche et après, l'Espagne aussi, donc j'ai traversé l'Atlantique, sans avoir pris de douche. Et je crois qu'il y a un autre marathon. Tu allais dans l'avion, Pardon? tu courais ton marathon, tu allais dans Ouais. l'avion, t'atterrissais, tu dormais à peine et tu recourais un marathon pendant 7 jours. Voilà, c'est vrai que c'est un défi, enfin, pour moi, c'était pas tant le fait de courir les 7 marathons qui, était, l'inconnu, puisque de par, la discipline que je pratique, courir des très longues distances, courir plus de 200 kilomètres par semaine, c'est quelque chose que je pratique même à l'entraînement et j'avais déjà, parcouru de telles distances, lors de compétitions. Par contre, la particularité de la discipline, de cette compétition, pardon, c'était, de courir sur des continents différents et donc avec des stress thermiques différents. Donc passer du froid au chaud du jour au lendemain, avec une hypoxie entre les deux, puisque quand on est dans un vol, on est à 2000 mètres d'altitude, donc on est en hypoxie, ce qui n'est absolument pas bon pour... on est en altitude, donc c'est pas très bon pour la circulation sanguine, et puis c'est pas très bon aussi de courir un marathon juste après un atterrissage. Donc tout ça, il a fallu le préparer. Je me suis préparée à l'INSEP et ça a été aussi l'occasion de mener des recherches sur l'acclimatation au chaud et au froid. Puisqu'il faut savoir que quand on part sur des expéditions polaires ou quand on part sur des compétitions au chaud, ce qu'on fait, c'est qu'on s'acclimate en amont à ces stress thermiques. Donc, je suis restée en chambre froide, par exemple, mais également avant des compétitions au chaud, je cours en chambre thermique. Donc, je cours par 38-40 degrés sur un tapis de course dans une chambre thermique réglée à 38 ou 40 degrés. Et
permet le jour de la compétition d'avoir une fréquence cardiaque qui est moins élevée et d'être capable de réaliser la même performance qu'en milieu tempéré. Donc ne pas être impacté par les conditions extérieures. Et là, on se posait beaucoup de questions quant à ce passage du chaud au froid parce qu'il n'y avait pas de précédent. Et donc, ça a été extraordinaire parce que du coup, j'ai participé à une étude de recherche où on avait, tout était inconnu sur ce sujet. Et donc, c'était extrêmement passionnant de travailler avec les chercheurs de l'INSEP sur ce sujet-là. Tu n'avais pas peur? Tu n'avais pas l'impression que c'était infaisable? Euh, Des En doutes? fait, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de doutes. Par contre, je n'ai pas eu peur sur cette compétition. J'ai eu peur avant l'Antarctique parce que je crois que la peur, elle est vraiment liée à la mort. En fait, quand on ressent ce sentiment de peur, c'est une peur de la mort. Et quand je suis partie pour l'Antarctique, je savais que des explorateurs avaient laissé leur vie sur ce continent. Je savais que c'était un continent qui pouvait être soumis à des conditions extrêmes avec des vents catabatiques de 300 km/h qui vous emportent. Vous avez beau être un homme ou une femme, vous pouvez rien faire dans ces conditions-là. Il y avait une grande part d'inconnu parce que cette distance n'avait jamais été réalisée dans ces conditions-là, à pied, durant l'été austral. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'inconnus. Donc, j'ai ressenti le sentiment de peur, comme je peux le ressentir aussi aujourd'hui dans une moindre mesure quand je pars sur une course d'ultrafond et qu'il s'agit de courir 240, 250 km en 24 heures d'une traite, parce que pour avoir travaillé avec des chercheurs, je sais les impacts que ça a sur le corps, notamment en termes de rhabdomyolyse, donc de lésions musculaires. Par contre, sur une course par étapes, je savais que le fait de fractionner l'effort sur 7 jours consécutifs n'entraînait pas les risques que l'on peut encourir quand on court 240 km d'une traite. Donc, ayant cette connaissance-là, j'ai pas eu de peur parce que je pense que la peur, elle est souvent liée soit au fait de ne pas connaître. Quand on ne sait pas, on a peur. Et donc là, j'avais acquis suffisamment d'informations sur cette course-là, sur ce sujet-là, pour limiter la peur avant cette compétition. J'aimerais qu'on aborde une technique que tu utilises pour chacune de tes expéditions, c'est la visualisation. Ça veut dire que tu visualises l'ensemble, la réussite, mais aussi que tu découpes en étapes pour que ça soit réalisable au final. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais, comment tu te prépares? Parce que ça, c'est valable pour n'importe quel projet. Oui, alors le plus important, non, les deux sont importants, mais la première étape, c'est la visualisation positive. Alors ça, j'y tiens énormément parce que je crois qu'il n'est pas possible de gagner une course. Il n'est pas possible d'être victorieux si on ne s'est pas vu gagner. Donc, il y a d'abord une première étape qui est de s'autoriser à gagner. On ne gagne pas par hasard. On ne finit pas premier par hasard. Il y a une visualisation qui est très forte, c'est-à-dire on se rêve à cette position, on s'y voit. Pour l'Antarctique, ça a été pendant 4 ans. J'avais la conviction qu'un jour, je traverserais l'Antarctique. Et c'est très fort parce que pour du coup avoir atteint cet objectif 4 ans après, je peux vous assurer que c'est plus fort que l'atteinte de l'objectif. C'est fort parce que c'est ça qui vous fait vibrer tous les jours. C'est la raison pour laquelle vous vous levez à 5 heures du matin pour aller vous entraîner. C'est la raison pour laquelle, à 3 heures du matin, vous êtes encore en train de faire un dossier pour lever des fonds. C'est la raison pour laquelle, malgré les obstacles, vous continuez. C'est parce que vous vous projetez. Et ça, c'est vraiment plus fort que l'atteinte de l'objectif. Et comment tu fais tous les jours, pendant un temps donné, tu imagines, tu ressens dans les moindres détails, comment tu fais? Alors, la visualisation des obstacles, je me mets en situation 2, effectivement. La visualisation positive, elle est instinctive. C'est-à-dire que parfois, ça me traverse, je me vois en train de réaliser l'objectif et je laisse ces moments venir à moi. Donc, à ce moment-là, j'essaie de vibrer, d'y penser encore plus fort. Bien souvent, c'est durant l'entraînement que je vois ça et que j'y pense. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, tellement c'est agréable. Après, la visualisation des obstacles, donc ça, c'est un autre aspect qui me semble essentiel. J'ai eu l'occasion un jour de participer à une course d'ultra et je n'avais pas fait cette visualisation des obstacles en amont. J'étais partie sur la course d'ultra, il pleuvait, je suis tombée durant la course, j'ai eu des douleurs musculaires qui sont totalement normales sur une course d'ultra, mais je ne les avais pas visualisées en amont, c'est-à-dire que je ne m'étais pas préparée à vivre ces obstacles-là et j'ai abandonné. C'est la seule fois de ma vie où j'ai abandonné une course d'ultra distance. Et aujourd'hui, j'ai en tête ce souvenir qui ça me permet de continuer. Et du coup, je sais aussi que l'étape de visualisation, elle est absolument fondamentale. Quand je pars à l'Antarctique, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire visualiser le froid. C'est pas pendant 4 ans, mais pendant les 2 dernières années ou
peut-être la dernière année, je visualisais quasiment tous les jours la situation de froid, parce que la situation de froid, on ne le vit pas au quotidien, notamment l'été, il ne fait pas froid. Et on n'est pas tous les jours non plus en chambre froide. Donc il faut s'imaginer dans le froid de manière à pouvoir accepter l'inconfort durant l'expédition. En d'autres termes, d'extérieur, on réalise l'extraordinaire. En fait, on fait en sorte en tant que sportif que ce qui nous paraît extraordinaire au début, quand on a l'idée en tête, devienne notre quotidien. Et donc, quand je me retrouve en Antarctique et qu'il fait moins 50, qu'il fait moins 40 degrés, qu'il faut monter sa tente, qu'il faut avancer, qu'on a le vent de face, qu'on marche de 8 heures à 16 heures par jour, parce que je l'ai vu avant, je me suis mis dans cette circonstance, dans cette condition de vivre ça. Je suis formatée, entre guillemets, pour le vivre. Si du jour au lendemain, je pars en Antarctique, si je pars demain en Antarctique sans avoir préparé ce projet, il y a de fortes chances que je ne supporte pas tous ces obstacles parce qu'ils n'auront pas été anticipés. Donc l'anticipation et donc la visualisation sont là pour nous aider à accepter les obstacles. J'insiste encore sur ce point parce que je pense qu'il est primordial. Tu visualises pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques heures tous les jours et surtout tu découpes en étapes parce que par exemple courir 240 km, ce que tu as fait par exemple en 2019 où tu as été finaliste au championnat du monde d'ultrafond, comment on fait pour imaginer juste la fin des 240 km? J'imagine que tu découpes pour tenir le coup tout au long. Comment on fait? Je découpe tout le temps, à chaque fois. Quand je pars en expédition, c'est un découpage même au sein de la journée. C'est-à-dire marcher le matin, 4 heures ou 5 heures ou 6 heures en fonction du moment dans l'expédition, s'arrêter, monter une tente, s'arrêter 40 minutes pour manger, boire et repartir sur l'après-midi. Et voir chacune des journées les unes après les autres avec des étapes intermédiaires, c'est-à-dire des distances à parcourir. En fin de journée, des tâches à effectuer, la recharge de telle ou telle batterie avec les panneaux solaires, telle information à transmettre à l'équipe logistique qui est restée sur le camp de base, telle information à donner sur les blogs et les réseaux sociaux. Je me mets en fait des étapes intermédiaires et je ne pense pas à la 74e journée quand je démarre l'expédition parce que c'est trop loin. Ça serait beaucoup trop long. Donc, c'est la même chose sur une course d'ultra-distance. Quand j'ai 240 km à parcourir, je fractionne. C'est-à-dire que l'objectif de ma préparation, en plus de la prépa physique et de préparer mon ravitaillement, c'est aussi de préparer ma stratégie de course, c'est-à-dire me dire à quel moment je vais, par exemple, changer de vêtements ou à quel moment je vais diminuer mon allure ou à quel moment je vais manger tel aliment qui me fait plaisir. Et donc, quand je démarre, je ne vois que les 4 premières heures ou les 6 premières heures. Et je vois ensuite la suite qu'à partir du moment où j'ai passé ces 6 heures. Alors, je raisonne en nombre de kilomètres parfois, en nombre d'heures parfois, tout dépend de la course. Mais c'est une étape qui est essentielle de préparer les étapes intermédiaires parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Il nous reste juste quelques minutes parce qu'à 45, on va prendre quelques questions. À 18h45, là, ton nouvel obstacle qui est sacrément dur, c'est la blessure que tu viens de subir à la rotule, donc qui t'immobilise. Hein, tu ne peux pas te préparer pour les championnats du monde d'ultrafond qui ont lieu en octobre. Est-ce que tu veux nous dire un mot dessus sur comment, du coup, tu surmontes ça, comment tu acceptes, comment tu prépares la suite pour remonter au plus haut niveau? Alors, j'ai eu effectivement un accident il y a quelques semaines, alors que je me projetais d'abord sur les championnats de France de grand fond. Je me projetais sur des trails au premier semestre, euh, puisque des compétitions sont ouvertes pour les athlètes listés, donc les athlètes de haut niveau. Et puis, je me préparais aussi pour les championnats du monde qui ont lieu en octobre. Du fait de cet accident, j'ai été immobilisée avec une fracture de la rotule. Donc, toutes mes échéances de premier semestre ont été annulées. Là, j'ai une phase d'immobilisation, ensuite de rééducation, c'est-à-dire réapprendre à marcher pour retrouver la flexion du genou, une flexion qui sera au début à 90 et on espère à 150 lors des championnats du monde, mais on n'aura peut-être pas plus que 150. Ensuite, ça veut dire retrouver aussi le muscle, retrouver les capacités d'adaptation, puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée immobilisée, c'est-à-dire en état de sédentarité totale, alors que je faisais à peu près 20 à 25 heures de sport par semaine. Donc, dans toutes mes compétitions, j'ai toujours eu une acclimatation progressive. On s'acclimate progressivement
froid, on s'acclimate progressivement à l'effort sur l'ultra-endurance. Et là, du jour au lendemain, sans acclimatation progressive, la sédentarité, donc avec toutes les conséquences que ça a, notamment en termes de circulation sanguine ou de douleurs diverses et variées. Je vais passer par ces étapes-là de rééducation et ensuite de réathlétisation pour retrouver d'abord le haut niveau et ensuite donc de préparation et donc retrouver le très haut niveau puisque l'objectif c'est de faire un podium au championnat du monde et j'y crois encore. Et pour y croire, je suis passée par une phase d'acceptation qui a été un peu longue comme toute phase d'acceptation, c'est-à-dire qu'on est au début un peu plus dans le déni, on se pose la question de savoir pourquoi, et puis, il faut l'accepter, c'est-à-dire accepter que ça fasse partie de notre histoire pour pouvoir passer outre et faire avec. C'est-à-dire que je ne regarde pas la situation idéale qui aurait été celle dans laquelle j'aurais pu faire ces compétitions au premier semestre et dans laquelle j'aurais été au top de la forme en octobre. Je regarde la situation que je vis aujourd'hui et il y a du positif parce que quand je vois les progressions au jour le jour, quand je retrouve un tout petit peu de flexion, quand je peux marcher un peu mieux, etc., ça me fait vibrer au quotidien. Donc, j'essaye de trouver aussi du positif parce que quand on est dans un entraînement, parfois, on peut aussi trouver que c'est répétitif, on est dans la discipline, donc on peut ressentir une forme de monotonie. Et aujourd'hui, la monotonie, je la ressens plus parce qu'il y a des choses nouvelles qui se passent tous les jours. J'ai appris aussi beaucoup puisque je me suis entourée d'une équipe médicale qui m'apprennent aussi beaucoup de choses sur la prépa physique, des connaissances que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas vécu cet accident. Et je pense que ça va me rendre beaucoup plus forte parce que naturellement, quand je serai sur ma compétition durant 24 heures, j'aurai en tête cet obstacle. Et je crois qu'il va effectivement nécessairement me renforcer mentalement. Et il faut en avoir du mental aussi pour courir 24 heures. Donc, c'est quelque chose qui probablement aussi sera une force. En tout cas, toutes les femmes des territoires, je peux t'assurer, sont derrière toi et on croit en toi et on est sûr que tu vas surmonter ce nouvel obstacle. Il reste un quart d'heure pour des questions. Je pense que vous avez un bon aperçu de tout ce qu'a pu réaliser Stéphanie et de pourquoi on est convaincu qu'elle est la marraine parfaite pour nous, les femmes des territoires, et nous montrer que en fait, tout est possible. Hein, parce que quand on t'entend, on se dit, mais en fait, tout est possible. Céline, peut-être prendre les questions, quelques questions, et avec Stéphanie, des réponses courtes pour qu'on puisse prendre quelques personnes. Oui, Aurélie Ragnaud de Chaland, tu avais une question dans le chat, je te laisse la parole. Alors, on n'entend pas le micro et de façon courte. Oui, juste, je me demandais en fait, est-ce que c'était dans ces expériences-là que tu te sentais le plus vivante, Stéphanie? Oui, totalement. Alors, on me demande souvent si c'est parce que ces expériences nous font côtoyer la mort. En fait, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est que toutes mes expériences, et j'ai évolué dans des univers différents, elles sont liées à la passion de la vie, tout simplement. Et cette passion de la vie, elle se matérialise un jour dans l'ultrafond, comme elle s'est matérialisée dans le passé par des études que j'ai voulu explorer à fond, par l'univers du droit, l'univers du sport aventure. C'est une passion de la vie qui est au-dessus. Donc, quand je vais au bout de mes projets, ou au moins quand je fais le premier pas et que j'avance vers ces objectifs, je me sens vivante parce que je suis en phase avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. Que tu m'as dit une fois, c'est vraiment le chemin qui t'intéresse et que si on te donnait une médaille directe, la médaille d'ultrafond pour avoir couru 240 km comme ça, si on te la donnait, tu n'en aurais rien à faire. Et en fait, oui, c'est clair. C'est le chemin qui est hyper intéressant et c'est pourquoi on vibre aussi, même quand on est en période de confinement et qu'il n'y a pas de compétition, parce que tous les jours, je vois des progrès, parce que tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, parce que je me projette, c'est la visualisation sur l'objectif qui un jour sera atteint. J'ai des objectifs déjà à très long terme dans plusieurs années parce que je ne peux pas faire toutes les compétitions et toutes les expéditions en même temps. Ils me font déjà vibrer et c'est ça qui est juste extraordinaire. C'est l'objectif en lui-même, il n'apporte rien s'il n'y a pas tout le chemin. Céline? Il y a plusieurs questions sur l'équipe. Comment tu t'entoures pour faire ces exploits? Alors, l'équipe, pour moi, c'est fondamental parce que je crois qu'on ne peut aller loin qu'en s'entourant de personnes qui ont soit des expériences complémentaires, c'est-à-dire des expertises dans d'autres domaines,
Par exemple, quand je prépare une course d'ultra, j'ai mon entraîneur, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe, le staff de l'équipe de France, un ou plusieurs préparateurs physiques, notamment quand je vais en stage en altitude à Font-Romeu, des chercheurs aussi qui m'apportent la connaissance, notamment quand j'évolue dans des conditions chaudes ou des conditions froides. Ce sont eux qui m'ont expliqué en quoi on pouvait s'acclimater à ces conditions et donc ils m'ont expliqué aussi comment m'adapter à ces conditions. Donc on a pris tout un tas de mesures. J'avalais des gélules pour mesurer ma température centrale. J'avais tout un tas de capteurs sur le corps de manière à voir comment le corps réagit et ainsi aller plus loin et trouver l'entraînement qui était le plus adéquat en fonction de ma singularité. Donc l'équipe, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça prend du temps de bien s'entourer. Parce que déjà, il faut faire savoir, c'est-à-dire qu'on a certains savoir-faire, mais aussi il faut faire savoir ce que l'on a envie de faire, il faut faire savoir ses compétences de manière à trouver les bonnes personnes, celles qui vont permettre de compléter l'équipe, celles qui auront le même objectif que vous, parce que si vous partez sur une expédition avec quelqu'un qui veut faire un record de vitesse et de l'autre une personne qui veut faire par exemple la plus belle exposition polaire de photographie à Paris, qui donc veut prendre du temps à prendre tout plein de photos, qui veut tous les soirs se mettre au chaud dans une base pour pouvoir faire des magnifiques photos. Si vous les prenez ensemble sur une équipe, sur une expédition, ça ne peut pas matcher parce qu'il y en a un qui va vouloir aller très vite et un autre qui ne supportera pas l'inconfort d'une toile de tente, qui ne supportera pas de devoir marcher toute la journée et donc de n'avoir absolument aucun temps pour prendre des photos. Donc il faut avoir un objectif commun, c'est vraiment la chose la principale. Et ça prend beaucoup de temps. Je trouve même que c'est l'une des choses les plus compliquées, peut-être même au-delà de la levée de fonds, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant, et ça rejoint vraiment les femmes des territoires, c'est qu'au-delà des collectifs que l'on constitue pour aller le plus loin possible, ou parfois aller là où personne n'est allé, c'est ce qui m'est arrivé pour l'Antarctique, au-delà de ça, il y a aussi les rencontres. C'est-à-dire rencontrer des personnes qui ne font pas forcément partie de votre collectif, qui ne vont pas forcément intégrer votre projet, mais qui vont vous apporter énormément. Quand je suis partie en expédition, que ce soit au Groenland, en Antarctique, au Svalbard, avant de réaliser ces projets, j'ai rencontré énormément d'explorateurs. Je me suis entraînée avec eux sur des raids, que ce soit au Vercors, dans la Norvège ou au Svalbard. J'ai énormément questionné. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de monde. Et ça m'a aidé parce que ça vous fait gagner du temps, parce que les autres ont expérimenté des choses, ils ont testé du matériel, ça peut être du matériel de ski alpinisme, ça peut être du matériel, ça peut être des toiles de tente, ça peut être du matériel photographique, ils savent si ça a fonctionné ou pas, ils vous apportent ces informations, ils ont aussi déjà géré des projets, donc ils vous disent les erreurs qu'eux ont pu faire ou au contraire leur réussite. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne forcément pour vous, parce que j'ai pu le constater à diverses reprises. J'ai parfois essayé des équipements qui m'avaient été recommandés, qui m'avaient été conseillés, et sur moi, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais le fait d'essayer, le fait de comprendre pourquoi c'était un aspect positif pour telle ou telle autre personne, ça me permettait d'aller plus loin et au final de me poser les bonnes questions. Donc, je crois que dans tout projet, on ne peut pas rester seul, parce que si on reste seul, on mettra plus de temps pour atteindre l'objectif. Et pour moi, ces rencontres, elles ont été aussi importantes que les collectifs que j'ai ensuite constitués. Par exemple, pour l'Antarctique, il y avait 100 personnes autour du projet, mais toutes les personnes que j'avais rencontrées en amont, avant même de monter ce projet, ont été aussi importantes pour moi. Et je me rappelle de chacun de ces conseils que j'ai pu recevoir durant les 10 dernières années. Je ne peux qu'acquiescer et rendre hommage aussi à l'équipe de femmes des territoires. Je suis tellement heureuse qu'on travaille ensemble au quotidien. Il y a d'autres questions aussi qui concernent, plusieurs questions qui concernent le retour. Une fois que tu t'es préparé, tu as accompli l'exploit, comment ça se passe le jour d'après? C'est-à-dire, il y a une descente. C'est ça, en fait, ce que veut dire les questions. Alors, on ressent beaucoup de plénitude et une forme de très grande sérénité, une forme d'apaisement, une forme de très grand accomplissement. Et ça, c'est pas le nombre de kilomètres qu'il fait, c'est pas le record du monde, c'est pas le résultat, c'est tout le chemin. Et le chemin, il est propre à chacun. C'est-à-dire que quand on voit l'Antarctique, on pense souvent le grand froid, on pense souvent les moins 50 degrés, les crevasses, le vent de face, la faim, une rage de dents que j'ai eue pendant plus d'un mois. On pense à tout ça.
en fait, moi, je pense aussi à tout le chemin que j'ai parcouru, c'est-à-dire tout ce que les autres ne voient pas, en fait. Et donc, je ressens un accomplissement qui est vraiment à la hauteur de ces obstacles. Parce qu'encore une fois, si ça avait été facile, je pense que je passerais à autre chose, ça serait désacralisé, ça serait... pour moi, c'est vraiment tout le chemin qui compte et c'est ce que je ressens au moment où je termine. C'est vrai aussi d'une compétition et quand on va vraiment au bout de soi-même, quand on donne le meilleur de soi, on ressent un accomplissement qui est d'autant plus fort que si on se donne à moitié ou si on n'était pas forcément motivé par l'objectif et qu'on le réalise parce que finalement on a beaucoup de marge, ce qui peut arriver aussi parfois ça en compétition, on atteint un objectif parce qu'on a de la marge mais sans forcément être complètement motivé ou sans forcément vibrer totalement. Et là, on ne peut pas ressentir cet accomplissement que j'ai ressenti après des projets comme l'Antarctique. C'est quelque chose qui vous envahit pendant plusieurs semaines. Donc, on n'a pas forcément d'objectif qui revient ensuite rapidement parce qu'il faut laisser finalement ce temps-là. Il faut laisser aussi cette plénitude s'installer. Et puis ensuite, on se lance vers d'autres projets. On est motivé encore pour faire d'autres choses. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on a envie ensuite de faire d'autres choses? Oui, tout plein. Parce que moi, j'adore le changement en plus. Il y a plein de projets qui m'intéressent dans divers domaines. Et puis après, ce qui est plus particulier, qui est lié à l'isolement pendant plusieurs mois, c'est le fait qu'on rentre dans un espace, on revient dans un espace urbain avec du bruit, avec de la pollution, des odeurs. La nuit aussi, quand on va dans les régions polaires, il fait jour en permanence, puisqu'on y va dans les périodes dans lesquelles il fait jour, naturellement, pour avoir des températures un peu plus clémentes. Et donc, il faut se réacclimater à tout ça. Et donc là aussi, autant il faut du temps pour s'acclimater au froid, autant il faut aussi du temps pour s'acclimater à la nuit, pour s'acclimater aux odeurs. C'est pas si naturel. Le corps est bien fait, il s'adapte à beaucoup de choses et il faut juste lui laisser le temps. Et le temps qui est une notion qui est importante aussi pour toutes les femmes des territoires, c'est que les projets prennent beaucoup de temps. J'ai mis 4 ans pour monter le projet d'Antarctique. J'ai constaté aussi que quand on avait conscience du fait qu'il faut du temps, on est beaucoup plus armé en fait parce qu'on accepte beaucoup plus facilement que les choses ne se fassent pas forcément du jour au lendemain, qu'il faut se projeter sur une durée un peu plus longue. Et ce rapport au temps qui est central et sur lequel je suis en train d'écrire justement pour mon prochain livre là, qui sort au mois de mai et qui va porter notamment sur cette question du temps qui passe. Et puis, les publications de Femmes des territoires parce qu'on en parlera bien sûr des futurs, le livre. bien sûr, peut-être une dernière question, c'est et la vie de famille à côté, et les amis, comment tu gères avec un emploi du temps pareil? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités. Après, je suis aussi convaincue d'une chose, c'est qu'on ne peut pas tout concilier. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités, mais j'essaye de ne pas en avoir trop non plus. C'est pourquoi aussi j'ai accordé de l'importance, on va dire, à différents moments de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais plus concentrée sur une vie d'avocate. Ensuite, j'ai été plus concentrée sur le sport aventure. Aujourd'hui, plus sur le sport de haut niveau. Quand j'écris, je laisse un peu le sport de haut niveau de côté pour être un peu plus concentrée sur l'écriture et vice-versa. Parfois, je suis en stage d'entraînement et je suis plus concentrée sur le sport de haut niveau et moins sur d'autres activités à côté. J'interviens aussi régulièrement. Donc, j'ai pas mal d'activités qui sont très différentes. Mais en même temps, j'ai conscience qu'on ne peut pas tout concilier. Et c'est vrai que souvent, on a une forme de pression, on ressent une forme de charge mentale liée au fait qu'on voudrait être parfaite dans tous les domaines. Et en fait, j'en suis vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que c'est juste pas possible. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de gérer par moment, des moments qui sont plus dédiés au sport, des moments après une compétition que je vais plus dédier à la famille. Donc, je vais aller voir mes proches en province. J'ai aussi un conjoint qui m'accompagne sur les expéditions et qui me ravitaille sur les compétitions, qui est donc présent à mes côtés lors des stages d'entraînement, qui connaît aussi très bien mon entraîneur et qui participe aussi au quotidien dans mes projets. Donc ça, c'est quelque chose naturellement qui est un plus. Alors après, est-ce que je serais allée vers ces projets si j'avais été seule? Peut-être pas, parce que l'objectif, c'est aussi d'être entourée. Pour moi, un projet n'a pas de sens s'il est vécu seul. Pour moi, l'aspect collectif est vraiment ultra important. J'ai vraiment envie de faire les choses avec des gens qui ont envie aussi de les faire.
Et c'est ça qui a du sens pour moi, c'est de suivre ses rêves, de suivre ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, mais en même temps de le faire à plusieurs, donc de trouver des personnes qui vibrent aussi pour les mêmes choses. Donc après, ce qu'on appelle la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire quelque part, parce que je ne sais pas ce qu'on entend par vie professionnelle ou vie personnelle. C'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. Il y a la vie qui est au-dessus de tout. Et donc, ça ne me dérange pas de devoir travailler le dimanche parfois sur un projet que l'on pourrait considérer plus comme professionnel, et au contraire de prendre du temps le lundi matin pour un projet qu'on pourrait considérer plus personnel, aller voir sa famille par exemple. Pour moi, tout est décloisonné. Il y a juste le temps qui passe et la vie qui est vraiment au-dessus. On va terminer sur ces mots qui sont magnifiques. Je pense que tu n'as pas pu regarder le chat pendant que tu parlais, Stéphanie, mais il y a énormément de commentaires, d'encouragement, de fierté à fond, toutes nos bonnes ondes positives. Stéphanie est impressionnante. 1000 pensées positives pour vous, l'importance du mental. Vraiment, voilà, j'espère que tu pourras le lire. On te l'enverra tous les commentaires. En tout cas, sache que toutes les femmes des territoires voilà, sont avec toi et qu'on est vraiment très fiers. Enfin, je pense que c'est unanime. Vous pouvez lever la main comme ça si vous voulez. Merci. 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 Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce témoignage passionnant. Merci, passionnante. Je partage mon plâtre. Bravo, Oui, merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Je suis arrivée très en retard, mais j'ai pu voir la fin. Merci Stéphanie. Trop, Merci. ça fait trop de bien de voilà, tout va bien se passer. Merci. Merci à toutes. Et bon rétablissement. Ouais, bon rétablissement, c'est ça aussi, voilà. Bonne chance pour la suite. On est avec vous.